Bonjour et bienvenue dans Percer rêver, le podcast où des artistes, sportifs et autres passionnés se confient sans filtre sur leur parcours et leurs rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour rêveur, bienvenue dans le podcast. Hello. Je te laisse te présenter, toi et tes activités professionnelles. Alors je m'appelle Rêveur, j'ai 21 ans et je suis artiste maintenant depuis toute ma vie, mais à temps plein depuis 3 ans. Ok, donc artiste en musique, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu as d'autres activités artistiques à présenter ? Je fais que de la musique. Ok, donc on va présenter ton parcours, du début et de la naissance de ta passion à aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer dans quel contexte tu as grandi ? Est-ce que tu étais entouré de parents artistes ? Est-ce qu'il y a des gens qui vivaient de ça autour de toi ? Alors, donc mon parcours dans la musique a commencé, j'avais 7 ans. Donc j'ai commencé à faire de la musique à ce moment-là parce que j'aimais bien regarder les clips sur la 17. Je dansais tout le temps. Donc du coup, j'ai pris des cours de guitare avec mon prof qui s'appelle Jérémy Canet. Qui va avoir un lien après, je l'introduis. On retient son nom. Voilà, exactement. Et du coup, j'ai pris des cours pendant 2 ans avec lui. Et ensuite, j'ai commencé à vouloir faire de la musique aussi en groupe. Parce que faire toujours de la musique tout seul, c'était un peu redondant au final. Parce qu'on n'arrive pas à évoluer. Enfin, pour moi, on arrive à évoluer aussi quand on est avec d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là. Donc, il y avait un bassiste, un chanteur. Donc, du coup, je suis allé à l'école de Deva, qui est une école à Aix-les-Bains. Et donc j'ai commencé à faire de la musique à ce moment-là. Donc ça a duré jusqu'à mes 13 ans et ensuite j'ai 13-14 ans et ensuite j'ai arrêté en groupe et j'ai continué jusqu'à enfin en tout cas en tout seul. Ok. Donc en fait c'est hyper jeune de créer un groupe si tôt. Ouais, c'était en fait c'est une école qui est hyper bien qui permet de pas passer par le solfège et de quand même pouvoir jouer de la musique en groupe avec des titres faire des concerts. Donc c'était vraiment une expérience cool. Et ça permet de pas avoir une barrière à l'entrée qui est le solfège, qui est des fois très compliqué, quoi. Donc ça, c'était vraiment un avantage. Et c'était un groupe de personnes qui avaient donc le même âge que toi. Ouais, exactement. Et donc là, on parle de quelque chose qui s'est créé fin primaire, début collège ? Du coup, c'était début collège. Milieu collège. Et en fait c'est des gens que je connaissais pas de base. En fait on fait des groupes par rapport à nos âges, on s'inscrit là-bas et du coup là j'étais avec des gens de toute la ville d'Aix-les-Bains dans des écoles différentes et donc c'était des super rencontres en plus au final. Et pourquoi à 7 ans tu choisis la guitare spécifiquement, tu t'en rappelles ? De base je devais choisir la batterie qui aurait complètement changé mon parcours, mais en fait au conservatoire il y avait plus de place. Et pour la guitare et pour la batterie. Et donc du coup, on avait passé par un prof particulier, donc du coup Jérémy, qui faisait beaucoup de cours de guitare dans toute la ville, donc il était connu pour ça. Et donc ça a commencé comme ça. Et donc là, on parle de la ville d'Aix-les-Bains. Ouais. Donc t'es bien excentré des centres musicaux Ah français. mais totalement. Ça d'ailleurs, je l'ai appris bien plus tard parce que j'avais aucune notion de concert, de musique. Enfin, moi, disons, la musique, comment je la connais, à l'époque, c'était uniquement via radio et les clips sur la télé et YouTube. Voilà, c'est ma seule connaissance que j'avais de la musique. Vous savez, je me dis, les enfants d'aujourd'hui ne connaîtront pas le plaisir de regarder les clips le matin avant d'aller à l'école. Sur la 17. Ouais, non, mais c'est le matin, le top clip. Ouais. Bien sûr, c'est extraordinaire. C'était la base. Et du coup, toi, tu commences la guitare en te disant, en fait, j'ai envie de faire des clips quand je serai grand, quoi. Pas du tout. C'est un peu ça, non ? Alors vraiment, je voulais faire de la guitare. Alors parce que j'ai toujours aimé faire les choses par moi-même. Et donc, apprendre à jouer un instrument qui peut s'accompagner tout seul, donc en guitare-voix, c'était vraiment un avantage parce que le problème avec d'autres instruments, par exemple le piano, c'est compliqué, pas tout le monde a un piano chez soi. La batterie, c'est dur de chanter par-dessus, donc c'était vraiment l'instrument idéal et surtout j'aime beaucoup les morceaux de guitare. Notamment mon oncle qui m'a fait découvrir très jeune le groupe Rodrigo et Gabriel. Donc c'est un groupe de musique qui fait que de la guitare. Ok. Donc vraiment c'est pas de voix, que full guitare. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cet instrument. Et donc là, par ton oncle, t'es le premier de ta famille à
faire de la musique au final? Alors, mon oncle ne fait pas du tout de musique. Ah d'accord, je pensais que c'était... Non, il ne fait pas. Non, il m'a juste fait découvrir. Donc t'es littéralement le premier, du coup. Oui. Mais alors, Ok. vraiment, il y a un grand-oncle qui écrit des musiques. Mais sinon, vraiment, aucune fibre artistique dans ma famille. Et non, je crois que je suis un des premiers. Donc déjà, c'est bien qu'en étant un des premiers à 7 ans, quand tu dises j'ai envie de faire de la musique, tes parents t'y mettent. Enfin, Oui, c'est quand même ça c'est pas cool. mal. Oui, parce que mon frère avait commencé à faire de la musique, mais il avait arrêté. Mm. Mon père aussi, mais il a arrêté. Ma mère, jamais. Ma tante a commencé, mais a arrêté. Donc ça a toujours été j'essaye et j'arrête. Moi, ça a plutôt été. Enfin, du coup, moi, je demande à mes parents de le faire. Et j'ai continué voilà, jusqu'à maintenant. Oui, Au toute final. ta vie en fait. Ah oui, ça a toujours été une passion. J'ai toujours beaucoup écouté la musique, toujours été fan des musiques qui passaient en général sur les radios. Mais là, c'est là qu'on voit la passion, parce que je pense que quand t'es enfant, t'as pas de patience, et si ça te passionne pas, tu peux Ouais, pas je suis réussir grave. en fait. Je suis grave d'accord avec ça. J'ai très vite été dans cette démarche de ok, j'adore la musique et si j'essayais de commencer à en écrire parce que j'aime beaucoup créer les choses, j'aime beaucoup faire des choses. J'ai toujours, depuis très jeune, je prends mon téléphone et je fais des vidéos j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube. Enfin bref, j'avais toujours cette passion de créer les choses. C'est plus de la création que de la musique. Et du coup, vu que j'avais aussi la passion de la musique, ça allie très bien ensemble. Et j'ai très vite commencé à écrire mes premiers textes à partir de ce moment-là. Donc tu dirais que t'avais quel âge quand t'as fait les premiers? La première musique, je pense, je l'ai écrit, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Bon, alors c'est terrible, hein, le texte. Et je crois qu'en plus, je dois encore avoir les paroles. J'ai un C'est cahier génial. où je garde tous mes cahiers, où j'écris des choses, donc je dois encore avoir les textes. Mais je me rappelle, ouais, avoir pris. Non, c'était en CM2. Donc t'es Sixième. plus petit que ça en vrai. Ouais, c'est 10-11 ans, un truc comme ça. Ouais. Et oui, j'avais commencé à écrire quelque chose. Parce que j'avais un prof de CM1 qui s'appelle Monsieur Miraglio. Bon, alors, voilà, peut-être un jour, peut-être qu'il écoutera ça. Qui m'avait énormément marqué parce qu'il nous faisait écouter des musiques. Et j'étais fan des musiques qu'il nous faisait écouter. Donc, il m'a fait écouter. Première musique où je suis vraiment tombé fan, c'est Francis Cabrel, La Corrida. Ouais, elle est magnifique. Elle est incroyable, cette Ouais. musique. Et du coup, il nous avait fait, on avait étudié cette musique, donc on avait, je me rappelle, on avait fait un exercice de comprendre de quoi ça parlait, mais il avait enlevé des morceaux, donc du coup, on se demandait ce que c'était, et du coup, bah, c'est le premier prof qui, au final, on travaille sur une musique quand même qui est populaire. Enfin, je dirais pas que c'est mainstream non plus, mais Oui, Francis Cabrel, c'est ouais. pas les musiques qu'on apprend à l'école, enfin voilà, qui sont insupportables. Ouais, c'est une initiative vraiment de sa part qui a été Et bah marquante pour toi. ça quoi. m'a marqué de ouf. Et il y a une autre musique qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est Heureux qui comme bis. Ah ouais, je l'ai eu dans la tête tout le week-end. Improbable, mais je l'ai Cette chanté pendant 3 musique, jours. c'est vraiment un hit. Mais c'est vraiment une musique de fou. Ouais, je peux te dire que quand tu l'as dans la tête, c'est affreux. Ah non, tu vois, je comprends parce que je l'ai apprise, j'ai appris à la jouer à la guitare. Et pareil, ça, c'est des musiques que j'ai appris jeune où je suis vraiment. Genre qui m'ont bloqué l'esprit. Et ça fait partie, je pense, du fait que voilà, j'ai Ouais, donc développé. tu te dis, en fait, si on peut créer quelque chose comme ça qui reste dans la tête des gens, que Ah, les mais enfants aiment j'ai écouter, dit genre ça. 30 ans, C'est 40 ans incroyable. après. Enfin, c'est un truc de incroyable. fou. La musique, c'est fou pour ça. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime autant faire de la musique. Parce que c'est pas comme une vidéo. C'est plus difficile dans la création de vidéos. Mais dans la musique, il y a cet enjeu de rester intemporel. Il y a des musiques, par exemple de Charles Aznavour, Michael Jackson, qui sont juste intemporelles. Enfin, je veux dire, dans le temps, je les écouterai toujours. Et je prendrai toujours autant de plaisir. Ça me fera toujours passer autant d'émotions qu'au départ. Et ça, je trouve ça incroyable avec la musique. Ouais, il y a quelque chose du registre de l'immortel, en fait. Ouais. Complètement. Très joli. Et donc, tu commences à écrire des paroles, ce qui veut dire que c'est le moment aussi où tu ne fais plus que de la guitare, mais où tu te mets à chanter aussi, c'est ça? Oui, et là, je chante pas bien. Et là, c'est un fait. On m'a toujours dit, en gros, je chante à peu près juste, mais j'ai jamais pris de cours de chant. Donc Jérémy, lui, était aussi prof de chant. Donc j'ai switché. Donc je suis passé de faire de la guitare avec lui à prendre des petits cours de chant. Et ensuite, j'ai re-switché et j'ai commencé à prendre des cours de piano. Ok.
Donc du coup, comme ça, au moins, j'ai fait un peu tous les instruments dont ma voix, qui est un instrument qui m'intéressait. Et par contre, les cours de piano, je les ai fait avec un autre prof, parce que du coup, il faisait pas de piano. Mais voilà, je suis passé par plusieurs étapes. Et est-ce que tu switchais parce que tu te sentais pas de faire les trois en même temps ou parce qu'au bout d'un moment, t'arrivais à la fin d'un cycle et t'avais envie de changer? Ah non, pardon, c'est pas que je switchais, c'est que je rajoutais. Ah voilà, tu rajoutais. Parce que j'aime beaucoup faire plein de choses en même temps. Ça va venir après, je vais en parler. Mais j'aime beaucoup. En fait, vu que j'ai la possibilité de le faire, je me dis, bah, pourquoi je le ferais pas en fait. Ouais. Donc, dès que je sais que j'ai la possibilité, et des fois, je ne calcule pas si j'ai le temps, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc, je me dis, j'ai envie de faire du piano. Donc, j'ai appris au début tout seul, mais à un moment donné, on est quand même limité. Donc, je suis passé par un prof. Mais j'adorais cet instrument. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais faire du piano. Ensuite, la voix, j'aimais bien chanter. Je me dis à un moment donné, bah, voilà, j'aime bien me produire et m'accompagner. Donc, il faut que j'apprenne à chanter. J'ai pris un prof de chant. Et pareil pour la guitare. Ok, donc petit à petit, tu rajoutes tout ça. Voilà. Donc, à un moment donné, je fais chant, piano et guitare. Est-ce que tu as l'impression que ça influence ton caractère quand tu commences si jeune? Est-ce que ça te fait sortir de ta zone de confort? C'est quoi ton caractère à ce moment-là? Non. Après, quand on est jeune, je pense que c'est un moment qui est quand même assez personnel parce qu'on se pose avec l'instrument. Donc, c'est juste toi et l'instrument. Est-ce que tu as envie de jouer et de la manière dont tu le joues? Bon, alors pour ceux qui jouent pas d'instrument, peut-être que là, ils vont pas comprendre. Mais c'est vraiment très personnel quand même. C'est des moments en fait où tu te retrouves tout seul et ça aide à se retrouver avec soi-même quand même, de jouer de l'instrument. Parce que à un moment donné, on arrive à un niveau où on arrive à jouer beaucoup de choses. Enfin, on a une capacité à avoir. Enfin, on connaît ses gammes, on connaît des accords. Donc, si on veut jouer des choses tristes, on sait comment les jouer. Si on veut jouer des choses joyeuses, on sait comment les jouer. Et donc, ça aide beaucoup à extérioriser. Et donc, pour le mental, je pense que c'est important. Ouais, c'est vraiment un moment pour toi quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et à quel moment tu te dis potentiellement si ça fonctionne, j'ai envie que ce soit mon métier? Ouais, ça c'est tard. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que de base, je me suis dit, je vais faire du marketing. Je vais faire. Aucun rapport. Voilà, Ouais. parce que. Aucun rapport, mais parce que j'aimais bien ça. C'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Donc je me suis dit, bah, je vais faire des études de marketing. Mais arrivé quand j'étais en première, conseil d'orientation. Et surtout. Ah non, avant, il faut qu'on parle d'un moment clé, je pense, avant ça. Vas-y. Ça va être mes blessures au genou, ligaments croisés. Alors, Ouais. bon, j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait plusieurs. Mais en fait, ça remonte. J'ai commencé à faire grosse opération en troisième, parce que j'étais très sportif, je faisais du basket. Ok. Et je voulais. De base, ça, c'était mon métier de base. Je voulais être basketteur professionnel. Donc, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait pour être à niveau, perdre du poids. Donc, en troisième, je faisais déjà des stages en plus pour essayer d'atteindre le niveau pro. Enfin, en tout cas, le centre de formation. Et malheureusement, blessure qui survient donc en troisième, non, en quatrième, donc très très jeune. Et donc, ça fait que je peux plus faire de sport à cet âge-là, alors que j'étais un accro du sport. Et puis les ligaments croisés, c'est au moins 9 mois, non? Alors en plus, en quatrième, je ne pouvais pas me faire opérer parce que j'étais trop jeune. Ah purée. Donc du coup, je devais attendre. Donc mon genou, à chaque fois, il tournait. Enfin, c'est terrible. Et donc, quand je suis arrivé en troisième, je me fais opérer. Sauf que l'opération, elle est dure parce que voilà, c'est anesthésie, beaucoup de rééducation. Et ça se passe bien. Donc j'arrive à bien passer les étapes. Mais en seconde, j'apprends que mon genou va à peu près moyen. Et en courant, je me reblesse et je me refais les deux genoux. Et les deux genoux en même temps cette fois. Donc les deux croisés encore. Donc là, une je fois. me fais croiser droit, croiser gauche en même temps. Donc en fait, je prends deux crevasses, je fais papa et voilà. Mais là, la douleur, c'est horrible. Douleur, non, alors je suis pas très sensible à la douleur, Purée. mais je suis plutôt sensible à ce qui va se passer. Donc parce que je sais que là, je viens de répéter mon croisé. Donc je me dis hôpital et tout. Et c'était évidemment terrible parce que j'ai dû rééduquer un de mes genoux sur l'autre qui n'était pas opéré. Donc là, après, je suis allé dans un centre de rééducation qui s'appelle Hauteville. Donc, Yeah. qui est très. Pour non, c'est pour les joueurs pro
Mais moi, c'était un cas extrême. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'étais en chambre d'hôpital, donc j'étais dans ma chambre d'hôpital. Et en fait, la seule chose que j'avais, c'était ma guitare et moi. Et du temps. Puis du coup, j'allais plus en cours. Donc toute ma première et ma terminale, je suis pas du tout allé en cours. J'ai dû louper peut-être 800 heures en tout dans l'année. Donc un bilan scolaire qui est ok. Fou, Mais alors fait. en termes de cours, j'ai énormément loupé à cause de ça. Donc j'ai fait en gros mes 2 années de première et terminale à l'hôpital. Mais du coup, comment tu fais? Est-ce que tu es au CNED ou est-ce que tu Là, j'ai suis failli les passer au cours? CNED, Ouais. mais du coup, j'ai dit je suivrai. Mm. Bon, j'ai pas beaucoup suivi. Mais par contre, du coup, ça m'a permis de commencer à vraiment écrire beaucoup. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là où j'avais ma guitare. J'ai demandé à ma mère de m'amener ma guitare à l'hôpital. Et du coup, je jouais de la guitare tous les jours et j'écrivais mes premiers textes de guitare à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc à faire. Ouais, donc ça, c'est en fait assez récent au final. Ah mais non, alors le fait d'écrire et de composer, c'est très récent. C'est grâce, entre guillemets, à l'hôpital et mes blessures. Et tu arrives quand même ensuite à revenir dans le système scolaire pour passer ton bac? Oui, difficilement, mais je l'ai eu avec mention. Félicitations. Donc, quand je dis mention, du coup, c'est assez bien, parce que sinon j'aurais dit bien. Mais du coup, ouais, je suis plutôt content, parce qu'au final, j'ai réussi à avoir mon bac. Mais par contre, à cause de toutes mes heures d'absence, le robot Parcoursup m'a juste écarté de toutes les listes que je voulais. Et donc, parce que évidemment, je faisais pas encore de la musique à ce moment-là, et j'avais pas vraiment de... Je voulais aller, voilà, faut quand même continuer à faire du marketing, du coup, vu que le rêve de sportif, il est parti à cause des ligaments. Et du coup, la seule chose qui me restait, c'était le marketing. Je savais pas que Parcoursup pouvait prendre en compte, ou en tout cas Ça joue débutant, énormément. le nombre d'heures d'absence. Ça C'est joue, horrible. ouais, c'est terrible. Et je pense, en plus, j'ai fait des demandes, j'ai envoyé mes dossiers à l'organisme qui joue Parcoursup. Ouais. En fait, ils ont dit, nous, c'est le robot. Donc, en fait, on a des places dédiées et on gère pas, on peut pas toucher à ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à être accepté dans une école qui était à 4 heures de route de chez moi. Je dis, de toute façon, il y avait soit Bordeaux, qui était à 7 heures, soit Auxerre. Ouais, donc dans tous les cas, t'es mal, quoi. Non, mais alors, en plus, non, je regrette parce que du coup, j'ai découvert cette année Bordeaux, qui est une super ville. Mais Auxerre, pour le coup, c'est un peu mort. Enfin, voilà, c'est pas une ville de fou. Mais bon, pas le choix. Donc, je suis allé là-bas et j'ai fait 3 mois. Et j'ai dit, non, je veux pas faire ça. C'est parce que du coup, tu avais une image de ce qu'était le marketing qui n'était pas ça, ou parce que t'avais plus envie de ça moi, je pouvais pas, les profs, tout ça. Ouais, c'était pas possible. Déjà, depuis le lycée, en fait, je pense que ça a beaucoup joué le fait que je sois plus scolarisé pendant des très longues périodes. Parce que, du coup, pour repréciser, en première, donc je me fais les 2 genoux, je me fais opérer. Et fin première, début terminale, je dois me refaire opérer du genou gauche, donc qui a subi 3 opérations en tout. Et donc là, je suis re-hospitalisé. Donc en fait, du coup, ce que j'ai fait en terminale, je le reproduis... Enfin, ce que j'ai fait en première, je l'ai reproduit en terminale. En termes d'hospitalisation et du coup en termes de guitare, création. Et du coup, à quel moment la musique elle intervient? C'est que pour Noël, donc je reviens quand même pour Noël, je me suis dit, je vais me faire un cadeau, vu que je commence à écrire et à m'auto-sampler avec la guitare. Je vais m'acheter une Focusrite, comme ça. Donc, comme ma carte son. Voilà, la Solo 3RD, la Solo, avec un casque et un micro. Et je télécharge FL Studio. Et je me dis, je vais faire de la musique. Et cette fois-ci, je vais l'enregistrer. Parce que du coup, à chaque fois, je pouvais pas l'enregistrer parce que j'avais rien pour pouvoir l'enregistrer. Donc, je me dis, allez. Et du coup, c'est un auto-cadeau que je m'étais fait en première. Ouais, là, tu te dis, t'as envie que ça fonctionne, quoi. Enfin, là, je me dis... Alors, parce que vraiment, je connais rien au monde de la musique. En fait, parce que je suis pas du tout de Paris ou d'une grande ville. Donc, nous, la seule notion de la musique qu'on a, c'est les gros qu'on voit à la télé et à la radio. Donc, c'est tellement loin que je m'imagine même pas déjà que c'est possible moi, en tout cas, à mon niveau, d'en vivre. Mais après, ça a toujours été, évidemment, d'être une star, tu vois. C'est vraiment le rêve de beaucoup d'enfants et de beaucoup de gens qui font de la musique. Mais en fait, c'était tellement loin et
je savais même pas quel chemin prendre parce qu'il y avait personne autour de moi, déjà dans ma famille, mais surtout dans ma région. Enfin, je veux dire, en Aix-les-Bains. Ouais, il n'y a pas énormément d'artistes qui Ah non, sortent de là. mais... Ouais. Non, Enfin, en tout cas, ou qui vivent encore à ce Oui, moment-là. et Ouais. qui sont enfin, actuels, je veux dire, Ouais. qui ont vraiment bien marché et qui sont encore sur la scène actuelle, qui font des concerts à Paris, etc. Il n'y en a aucun Mhm. jusqu'en... Ouais, les plus proches, c'est Grenoble ou Lyon. Et encore Grenoble, pas grand monde. Donc, enfin, en tout cas, je connaissais même pas. Donc moi, à ce moment-là, c'est juste, je vais me faire kiffer. C'est vraiment pour moi, déjà, de base, que je voulais faire de la musique. Et pareil, j'écoutais beaucoup la musique. Je me suis dit, mais dans les top lines, parce que j'avais quand même des notions, je me suis dit, bah, je pense que je peux essayer de faire quelque chose. Et donc là, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, on va commencer à enregistrer. Et du coup, j'ai fait mes premiers titres pour moi, qui sont, bon, qui sont ce qu'ils sont. Hein. C'est des premiers titres, c'est des premiers enregistrements. Mais ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Trop bien. On va revenir là-dessus un peu avant. Je veux revenir avant sur du coup toute la partie opération et tout ça. Parce que du coup, tu passes sur le fait que ça a été dur parce que ça t'a fait sortir quand même de l'école, que t'étais vachement isolé à l'hôpital et tout. Mais à ce moment-là, mentalement, t'étais comment toi du coup? Enfin, J'étais le plus heureux du monde. ah voilà, tu te sens. J'allais dire, là, il y a deux choix. C'est soit t'es bien, t'es seul avec ta guitare, soit tu Ah non, démoralises mais alors complet, par en contre, fait. je réalise. Enfin, en fait, c'est une période qui m'a fait énormément grandir parce que j'étais conscient de là où j'étais, ce que je voulais, et que honnêtement, pour avoir fait des. Enfin, quand on fait des opérations, qu'on a des blessures au corps, euh, plus rien n'importe. C'est la santé avant tout. Et donc, je me rends compte de la priorité des choses, enfin, de ce que je veux dans ma vie. Enfin, c'est vraiment une grosse remise en question après générale, parce que je me retrouve en fauteuil roulant, je peux plus marcher. J'ai dû réapprendre à marcher 4 fois au Quelle total. horreur. Tu peux plus plier. Là, il y a des trucs que je peux plus faire. Par exemple, dans ma vie, je vais plus jamais pouvoir faire du basket ou du volley, quelque chose que j'adorais faire avant. Et donc, bah, on se dit, ok, là, actuellement, on peut plus faire ça. Je pourrais plus jamais faire ça. Il faut que je me rééduque. Tous les jours, c'est de la discipline quand même qui est assez lourde parce que bah, tous les jours, il y a étirement, il y a bain glacé, parce que c'était des grosses opérations, donc il y avait quand même un protocole qui était assez lourd. Et en plus de ça, ah oui, il y a les médicaments. Et oui. Et parce que là, la douleur, là, Ouais. les cicatrices étaient énormes là encore. Bah, je les ai encore là, c'est tout là, là. Ouais, on les voit un peu. Et donc, médicaments, grosse dose, quoi. Donc, c'était morphine, opium, enfin, des trucs qui te font. Des trucs que t'as pas envie de prendre dans ta vie, quoi. Des trucs qui te. Bah, si tu les prends en pleine conscience, peut-être, mais quand ils sont comme ça, enfin, je veux dire, là, c'est vraiment du. Enfin, en fait, on te shoot pour éviter la douleur, mais t'es mal. Mm. C'est pas de la drogue, là, c'est pas cool. C'est vraiment un moment pas cool. Et donc, tu fais tout pour essayer de plus jamais y retourner. Et en plus, quand ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au total, plus quatre anesthésies générales. Après, je me plains pas parce que je sais qu'il y a du coup aussi pareil. Hein, on s'est fait rendre compte que au final, ton cas n'est pas si pire que ça, parce que tu rencontres des gens, il leur manque des bras, il leur manque des jambes, et ils se plaignent pas, ils sont là en rééducation, et voilà, ils savent que c'est leur vie. Donc aussi, discuter avec des gens qui sont très avancés dans leur vie, ça fait aussi beaucoup apprendre. C'est que du coup, t'es sur un parcours de vie qui est pas commun à cet âge-là, quand même. Là, non, bah du coup, en plus, je fais des allers-retours, donc je suis isolé. Ouais. Et en fait, donc je garde des contacts avec mes amis, mais plus je retourne au lycée, donc déjà dès la première, j'avais eu. En fait, je retourne et je me dis, ah, mais je suis plus dans ce genre de choses-là. Enfin, je veux dire, j'ai commencé à grandir un peu plus vite parce qu'en fait, je suis tous les jours entouré de personnes qui étaient tellement plus grandes. Et bah, je veux dire, il y avait personne de mon âge. On était peut-être 5 de mon âge et tout le reste, c'était une cinquantaine de personnes entre 25 et 50 ans. Donc au final, tu te retrouves à être avec des personnes qui sont beaucoup plus vieilles et moi, je m'adapte très vite en fait à la situation. Et donc j'ai grandi quand même assez rapidement grâce à ça. Ouais, puis tu comprends beaucoup plus vite que les autres l'importance de s'écouter, de faire attention à son Ah bah ça, corps. bah là, ah bah ton corps il dit non, c'est non. Ouais. Et du coup, tu comprends que ton corps il te parle, quand il faut pas trop forcer sur certaines choses. L'importance aussi de faire gaffe
quand on te dit faut pas forcer sur ton genou. Moi, je me rappelle avant les opérations, je me dis, ah oui, mais de toute façon, ça va rien se passer. Je regrette un peu ce truc d'avoir poussé mon corps à bout. Parce que voilà, j'ai dû passer par des opérations qui sont très lourdes. Mais au final, c'est un mal pour un bien, parce que quoi qu'il arrive, je suis là actuellement grâce à ça aussi. Donc je renie pas les erreurs que j'ai fait avant, que j'ai faites. Mais par contre, ça fait vraiment grandir. Et donc je suis content d'être là où je suis aujourd'hui. Bah, c'est sûr, bah, tu peux. Mm. Et donc, du coup, on était au moment où tu es à Auxerre, à peu près au moment de Noël, tu commences à faire Oui. tes premières chansons pour toi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu Alors, les sors à Du quel coup, moment? ça commence en vrai. La première musique où je me dis, ok, il y a un petit truc, c'est Première Nuit. Et donc, je trouve la prod sur YouTube. Donc, moi, mon process, c'était ça. C'était, je trouve la prod sur YouTube, j'écris. J'écris dessus, je fais une top line. Donc, du coup, j'avais tout le matos pour m'enregistrer. Donc, ce qui est bien, c'est que j'avais pas besoin d'aller en studio. Alors, le fait que aussi j'ai acheté le matos, c'est que je me suis dit, j'ai pensé au coût. Aller en studio, ça coûte 40 € de l'heure à peu près. Et j'étais jamais allé. Donc, je me dis, bon, minimum. Donc je me dis un matos de musique en vrai complet ça doit coûter 250 € au grand max, enfin juste vraiment pour commencer. Donc je dis bah ok, je vais prendre le temps vu que j'ai du temps et je vais m'acheter le matos qu'il faut pour qu'on puisse pour que je puisse arriver à m'enregistrer tout seul et commencer à produire mes premières musiques. Donc j'ai produit je pense pendant 6 mois des titres sans vraiment grandes importances, enfin importants mais voilà, je me testais. Et à un moment donné, je découvre la prod, donc qui est faite par un beatmaker qui s'appelle. Bon, j'ai plus le nom. Mince. Peut-être ça va me revenir après. Donc du coup, beatmaker américain qui fait cette prod, je la trouve incroyable. Je pose un yaourt dessus. Et là, mais je sens que le titre est quand même un peu plus sérieux, donc j'essaye de bien le mixer, j'essaye de bien faire les choses. Et je dis bon allez, je vais le mettre sur les plateformes. Alors que j'avais aucun compte, enfin j'avais rien quoi, j'avais pas de très peu d'abonnés sur mon compte Instagram de musique, je m'en fichais. C'était vraiment pour le plaisir. Mais juste c'est le fait de se dire, t'as une musique à toi qui est disponible sur Spotify. Vraiment pour quelqu'un qui vient d'un milieu qui est pas du tout musical, c'est incroyable. Enfin pour moi c'était un truc de fou quoi. Ah mais c'est hyper dur. Le moment où j'ai sorti le premier podcast, je me rappelle que j'étais chez moi en me disant, si ça se trouve, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Non mais ouais, c'est le fait de passer à l'action. Parce que la création, voilà, l'enregistrement, ça, au final on arrive. Et c'est le moment vraiment de dire, je clique sur envoyer. Donc du coup, donc je poste la musique. Et voilà, c'est pas un énorme... Enfin, la musique est sur les plateformes. Donc déjà, ça c'est incroyable. Donc petit à petit, il y a un peu plus d'écoute. Enfin, au final, je crois que ça fait 500 écoutes en un mois. Bon, c'est cool. J'en ai fait peut-être 200 parce que voilà, j'aime beaucoup ce que je fais et donc je m'écoute énormément. et donc ensuite, j'enchaîne sur d'autres titres. Questa Sera, qui est un titre en italien. Parce que de base, je suis italien aussi. Okay. Mi-italien, mi-français. Et je me suis dit, pourquoi pas. Bon. C'était un test. C'est trop cool. Après, je réenchaîne encore avec un titre qui s'appelle Imperméable. Mais au moment où je sors ce titre, il y a un voyage, je pense, qui a été décisif dans ma vie. C'est le fait que pour mes 18 ans, donc je crois qu'à ce moment-là, on est toujours en terminale. Non, pardon, on n'est pas en terminale. On est après Auxerre. Ok. Donc Auxerre que tu arrêtes du coup en cours d'année. Voilà, donc alors, du coup, Questa Sera et voilà. Ensuite, je vais à Auxerre. Ouais. À Auxerre, je fais 3 mois, je rencontre des gens extraordinaires qui sont toujours des amis à l'heure actuelle. Pourtant, on s'est vu que 3 mois, mais bon, ça a matché de ouf. J'arrête Auxerre, je veux pas. Je dis à ma mère, laisse-moi 1 an. Enfin, 6 mois du coup, parce que l'année était déjà bien entamée. J'arrête vers décembre. Donc j'arrive en janvier, je retourne chez mes parents. J'y laisse-moi 6 mois. Et t'inquiète. en gros, c'est ça que je dis. Bon, pendant 8 mois, il y a vraiment rien qui se passe. En plus, c'est hyper dur parce que tu dois te motiver tout seul, tu connais pas encore le milieu. Ah là, c'est super difficile. Là, c'est vraiment le truc de... je sais pas ce que je vais faire, mais on va y aller. Donc, du coup, j'avais 18 ans.
Malheureusement, Covid, etc. Donc, il y a eu le Covid avec ça, mais non, pardon, j'avais déjà 18 ans. Mais en fait, pour mes 18 ans, ma grand-mère voulait m'offrir un voyage dans le pays que je voulais, et moi, je voulais le Mexique. Sauf que du coup, 18 ans, il y a eu le Covid. Donc, après mes 18 ans, donc là, au mois de février, on décide de partir au Mexique. Voyage donc là, on est en février 2021, du coup on est en février 2023. Ah, 2023, d'accord. 2023, ouais. Je me suis trompé tout à l'heure sur la date, ouais, effectivement, ça fait depuis... Donc, en février 2023, voyage au Mexique. Et là, je découvre la culture d'Amérique latine. Incroyable. Vraiment, choqué. Je découvre le reggaeton. Mais pas le reggaeton qu'on passe en France, qui est juste l'infime partie de ce qui existe. Donc là, je découvre tous les genres. Je découvre différentes cultures aussi. Parce que du coup, on était dans un sorte de resort où il y avait de toutes les nationalités. Donc, on était au Mexique, mais il y avait des Chiliens, des Péruviens, des Colombiens, des Américains, des Québécois. Enfin, vraiment, il y avait de tout. Et donc là, grosse claque culturelle, parce que moi, j'étais jamais parti... Si, j'étais parti en Thaïlande quand j'étais très jeune, mais très jeune, donc je m'en souviens pas. Ça m'a pas forcément plus marqué que ça. Là, vraiment, j'étais en âge d'évolution. Puis aussi, j'avais vécu... tout ça avant, donc là j'étais vraiment ouvert à apprendre et à découvrir. Et là vraiment l'Amérique latine ça m'a non, c'est exceptionnel, vraiment. L'Amérique latine, c'est exceptionnel. Il t'y reste combien de temps, ce premier voyage? 2 semaines. Ok, donc c'est rapide, mais c'est la claque de ta vie. 2 semaines, claque de ma vie, beaucoup trop de tequila pour c'est souvent une conséquence de l'Amérique latine. Je pense. C'est la conséquence, malheureusement. La José Cuervo là, elle est pas... Mais du coup, énormément de fêtes, énormément de rencontres aussi, puisque du coup on se fait amis avec une famille de là-bas, et donc je me mets à parler avec une fille de là-bas qui s'appelle Valentina, voilà, pour l'anecdote. Donc une Chilienne. Et en fait, du coup, on échange un petit peu, et moi je lui dis, voilà, je fais de la musique et tout. Et là, elle me dit, voilà, essaye de faire du reggaeton en français. Et donc je me mets à tester, je me mets à chercher du coup de nouveaux types de prod. Et à un moment donné, vers juin, donc je sors plus rien à ce moment-là, je tombe sur un nouvel artiste du coup d'Amérique latine, parce que je me mets qu'à écouter que ça. Donc je me mets sur Spotify. Maintenant, je recherche plus que Amérique latine, Argentine, incroyable, les artistes d'Argentine, Mexique. Donc je suis vraiment que dans ça. Est-ce que Valentina te donne des conseils d'artistes à écouter? Bien sûr, elle me fait découvrir tous les artistes les plus gros du Chili, dont Chris MG, qui cette année a sorti Gata Only, qui est le hit mondial, voilà, que j'ai rencontré d'ailleurs à Paris il y a pas longtemps. Folie. Voilà, je fais un petit check avec lui, c'était cool. Bon, après, c'est un gars quand même qui reste inaccessible de base. Et donc je découvre Milo J, qui est un jeune artiste argentin qui a 17 ans, je sais pas si tu connais. Non. Milo J, peut-être en... Ça me dit rien, faut que j'aille écouter. Ouais, mais c'est vraiment particulier. Il a 16 ans, le mec, c'est un génie de la musique. Ouais. Pareil, voilà, il vient du ghetto d'Argentine et il s'est mis à faire de la musique. Et donc j'écoute sa musique, je deviens fan, mais instant. C'est-à-dire que je vois une pub, et en fait moi je savais pas, alors pourtant j'adore l'espagnol, l'Amérique latine, tout ça, qu'en Argentine ils ont une méthode de parler qui est différente. C'est-à-dire que les double L, ils les disent ch au lieu de i. C'est fou. Et donc par exemple, au lieu de dire me llamo, ils disent me chamo. Je sais pas si tu savais. Non, je savais pas. Okay. Je parle pas espagnol non plus. Ok, d'accord. Mais du coup, moi, ça me choque parce que dans ses paroles, mais je dis, mais comment il parle ce mec? Donc dans ses musiques. Pourquoi il parle de chameau? Non, mais je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il. Enfin, je dis, il a un problème. Ou en fait, c'est juste l'accent de l'Argentine. Ils disent ils ont cette particularité de dire les double L en ch. Donc, ça me choque. Mais au début, je déteste. Et ensuite, comme tout bon hater, je deviens fan. Et du coup, les recherches de beats que je commence à trouver, c'est vraiment axé que sur lui. Donc, c'est des Milo J beats, Milo J Thai beats. Et à un moment donné, je tombe sur la prod, je pense, qui a vraiment fait changer ma direction,
qui est une prod de Grow, donc qui est un compositeur péruvien. Pardon, pas péruvien, d'Uruguay. Ok. Et cette prod, je fais, wow, ok, je la prends, je pose un petit extrait. Et il y a un peu plus d'engouement que ce qu'il y a de base. Donc de base, voilà, je fais 500 vues, 600 vues. Là, il y a genre 1000, 2000 vues. Je fais, ok, c'est cool. Je suis hyper content. La prod, je la kiffe. Et du coup, c'est à ce moment-là où je pars en Sardaigne, comme tous les ans, l'été, pour aller voir ma famille en Italie. Je prends mon matos de musique. Je dis, je peux pas partir sans mon matos de musique maintenant. Donc, j'ai mon petit home studio avec Focusrite, micro, casque. Et je me pose dans ma chambre. Donc, chambre italienne, vraiment. Je sais pas si je peux te montrer après une photo, mais vraiment, Ouais. c'est rustique. Ça va. Je pense que ça va être un jour une album de cover. Parce que vraiment, elle est mythique, cette chambre. Et du coup, je pose le titre Mensonge. Et c'est la première fois où, à la sortie du titre, il y a genre 3000 écoutes. À la sortie, vraiment. 24 heures. Ou 24 heures, 3000 écoutes. Et c'est. Je dis, mais waouh, ok, c'est chelou, quoi. Enfin, c'est. Parce que du coup, tu proposes aussi quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Et en fait, c'est aussi ça, parce que vraiment, la prod, c'est du coup, c'est de la funk un petit peu, mais de la funk brésilienne, mélangée à des influences argentines, je crois. Argentine, je dirais. Bon, Ouais. du milieu du milieu de l'Argentine. Et du coup, bah, je trouve que c'est assez original. Et même encore aujourd'hui, quand j'écoute le son, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait actuellement en France. Et je pense que c'est vraiment ce titre qui m'a poussé à aller encore chercher plus loin dans ce côté d'Amérique latine, dans ce côté d'aller chercher vraiment des compositeurs, des nuances différentes dans chacun des titres que je voulais proposer. Et donc, du coup, avec Gros, je commence à lui acheter toutes ses prods. Ok. Non, mais je dis, ce mec, c'est un talent pur, c'est un diamant. Toutes ses prods, c'est une folie. Donc, du coup, je fais Mensonge. Après, je fais Soleil part en hiver, qui a un peu moins de succès au départ. Et ensuite, il y a un titre que j'avais fait depuis très 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 longtemps, qui s'appelle 4-4 Merco, que j'avais gardé comme ça, en stock. Je fais des fois ça, où quand je sais que j'ai une sorte de hit, je le garde parce que je me suis toujours dit, ce titre-là, si je le sors maintenant, ça sert à rien parce qu'il n'y a personne. Ouais, t'as l'impression de le gâcher un En peu. fait, voilà, c'est griller une carte. Donc, j'ai confiance en ce titre, donc je l'ai mis de côté. J'ai attendu d'avoir un petit peu de followers, un petit peu d'engouement. Donc là, j'étais arrivé, je devais avoir 1000 ou 2000 followers. Et 10 000 auditeurs par mois, je pense, sur Spotify, ce qui commence à être bien. C'est ouais, clairement. Et je me dis, allez, je balance le titre. Et là, ça prend. Ben, je sens que c'est différent, quoi. Premier jour, voilà, il y a beaucoup d'écoute. Deuxième jour, pareil, les gens commencent vraiment à être envoûtés par ce. Envoûté. Envoûtés, ok, c'est le mot. Vraiment, les gens aiment beaucoup ce titre. Donc, je suis très content. Et là, j'appelle un pote. Et je lui dis, bon, bah, là je pense la chose à faire, c'est de sortir un EP. Bon, bah, j'ai jamais travaillé de projet de ma vie. De base, la musique, c'est pas du tout ce que je veux faire. On est au mois de août. Concrètement, ma mère, elle me dit, bon, c'est fini les vacances. T'avais dit qu'en septembre, tu reprenais. Non, mais en gros, c'est ça. Parce que surtout, du coup, quand je suis allé chez ma grand-mère, ensuite, enfin, je suis pas allé que en vacances, hein, je suis allé bosser chez ma tante qui a une cave à vin. Okay. Et donc, bah, parce qu'il fallait bien commencer à faire de l'argent, parce que concrètement, voilà, il y avait rien qui se passait depuis août, enfin depuis le début de l'année. Donc, fallait bien faire ça. Et là, en septembre, mon frère me demande de l'aide pour déménager son magasin de téléphone. Donc c'est ton grand frère ? Voilà, mon grand frère. Okay. Et donc du coup, je pars dans sa ville, à Saint-Étienne. Je l'aide, et là je me dis, bon, je vais écrire un EP, parce que de toute façon, je me faisais chier, entre guillemets, et je dis, bon, c'est le seul moyen de faire quelque chose. Puis concrètement, même avec 10 000 auditeurs par mois, on vit pas du tout de sa musique, loin de là. Donc ça commençait à rapporter un petit peu d'argent, mais pas du tout assez pour y vivre, mais j'y croyais quand même. Donc je me dis, allez, je vais faire un EP, et il faut que je fasse la promo. Et donc là, je tease le premier titre que je voulais faire, qui s'appelle Manana. Donc où du coup, j'ai mis le message vocal d'une ex dans le titre.
Et donc ensuite, il y a la réponse, en gros, musicalement. Et là, je le poste sur les réseaux, 400 000 vues. Là, je me dis, ok, il y a Là, un il se truc. passe vraiment un truc. Ok, là, c'est cool. Ensuite, je reposte un autre extrait d'une autre musique, pareil, ça fait 200 000 vues. Et du coup, la proportion de l'EP commence à être cool. Enfin, les gens me connaissent pas, mais ils attendent un EP. Je fais 10 000 pré-save en 3 semaines. C'est énorme. Pour Ouais, quelqu'un c'est fou. qui ne vient... En gros, qui pop comme ça, c'est vraiment beaucoup. Surtout que du coup, l'EP, je l'enregistre toujours dans ma chambre. C'est moi qui le mixe. Donc le mix est terrible parce que j'ai aucune connaissance et j'ai regardé 2 tutos. Après, tu bidouilles et tu dis, bon, bah ça sonne bien. Mais après, quand tu l'écoutes sur des grosses enceintes, c'est terrible. Et, et donc, je fais mon EP. Donc, je demande à un gars qui s'appelle Issafir, qui est très fort pour faire des covers. La photo de la cover, c'est fait à l'iPhone. Et c'est moi qui l'ai faite. Genre, j'ai posé mon téléphone et j'ai fait le retardataire. Enfin, bref, non, mais En même temps, du c'est coup, terrible. c'est plein de souvenirs. Hein, C'est plein de souvenirs. c'est du plein de coup, souvenirs. ça. Ah, mais je me vois faire. En plus, je dis, bon, allez, on va faire ça. Aujourd'hui, on va faire la cover. Allez, genre, waouh, ah oui, ça. Et donc, du coup, je fais cette cover. Je me dis, allez, je vais faire un peu plus de promo. Je pousse, 10 000 pré-save. Premier jour, du coup, de sortie du projet. Je fais 100 000 streams sur le projet. C'est gigantesque. C'est énorme en indé, c'est vraiment cool. Surtout que de base, personne ne me connaissait. Je poste sur Instagram, je commence à prendre beaucoup d'abonnés. Les gens partagent. Je sors le clip de Manana, il fait 100 000 vues très rapidement. Donc, vraiment, tout va très, très vite. Et donc là, il y a l'appel décisif, concrètement, de ma vie. Il y a les majors qui m'appellent. Donc Major, Universal, Sony, Warner. Et Believe. Ouais. Voilà, donc tu as les 4, concrètement, qui m'appellent. Donc là, je suis chez moi, avec les bains. Je dis, écoute, maman, c'est pas compliqué. Ils veulent tous que je monte à Paris. Elle me fait, ok. Donc là, je dis à mon frère, Mathieu, faut peut-être qu'on y aille. Donc on prend le temps, on réfléchit. Il nous dit juste, voilà, on fait les rendez-vous. Donc on fait les rendez-vous. On explique un petit peu notre vision. Eux, ils nous expliquent leur vision. Et du coup, le partenaire qu'on a décidé de choisir, c'était Believe, parce que ça correspondait beaucoup plus à notre vision. Et surtout, ils sont vachement dans l'humain, plus que les autres majors. Enfin, après, ça trouve ça a beaucoup changé depuis. Mais ils sont hyper réputés pour les artistes en développement, Believe. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment là-dessus. Et c'est leur créneau, quoi. Donc, concrètement, du coup, je fais, c'est bon, maman, là, c'est... je crois que c'est bon, j'ai plus besoin de reprendre les études. Donc, je commence à, du coup, partir dans le monde de la musique. Je n'ai rien, 0 bagage. Je connais pas plus que ce que j'ai fait de base. Donc, pour moi, faire de la musique, c'est prendre des type beats sur YouTube, écrire dessus et les sortir. Alors que bon, c'est quand même vachement plus complexe que ça. Mais en tout cas, pour moi, jusque-là, ça a marché. Et je me dis, bon, là, il faut se professionnaliser, il faut essayer de sortir des choses qui sont un peu plus concrètes. Le gros souci, c'est que, en tout cas, c'est un truc que... Enfin, pareil, ça m'a fait beaucoup grandir, mais ça a été quelque chose de dur au départ. C'est que, en gros, je signe chez eux, donc je monte mon label, et je me retrouve avec de l'argent, une boîte, mais pas de direction ou... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de conseil, en fait. Et tu sais pas comment faire. Parce que je pense qu'à réfléchir, du coup, maintenant, j'aurais pris une distrib améliorée. Donc, où on t'accompagne sur la promotion, sur quoi faire, surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et moi, j'étais... moi, dans le milieu où j'étais et dans la position où j'étais, c'était je fais des vidéos sur TikTok, ça fait des vues et ça fait des streams. Moi, c'était juste... Enfin, en gros, la vision de la musique actuellement que je l'avais, c'était ça. Et donc, j'étais jamais monté à Paris. C'est la première fois que je montais à Paris de ma vie. C'était pour un rendez-vous musique. Ouais, donc t'arrives, tu connais personne. Ouais, je suis arrivé à Gare de Lyon, j'étais pas bien. Mais c'est... Comme tout le monde. Je me rappelle, j'arrive à Gare de Lyon. Oh, ma réaction, c'est mais je vais où? Je suis perdu. J'ai dû appeler quelqu'un. Je dis, mais je fais quoi là? Il y a 36 000 quais. Moi, la gare d'Aix-les-Bains, c'est pas compliqué. Hein. Il y a 3 A, B, C. Et je dis, mais waouh, métro 14. Métro 14. Je dis, alors, les métros. Du coup, je faisais tout en Uber parce que je comprenais pas les métros. C'était trop. Enfin,
Bon, bref, c'était. Ouais. En fait, peut-être ça peut paraître bizarre quand on vient de l'extérieur, mais vraiment, enfin, vraiment, quand on arrive à Paris et qu'on n'a jamais allé dans une grande ville avant, même Lyon, genre, la première fois que j'étais allé à Lyon, c'était pour tourner le clip de Manana. Ouais, donc enfin, c'était récent, quoi. Ah non, non, mais c'était fou. Donc Ouais. moi, j'arrive à Lyon, déjà, bon, j'arrive à Gare de Lyon, donc choqué. J'arrive à Believe, je vois tous ces disques de diamants, etc. Et du coup, on fait le premier rendez-vous. Et l'anecdote qui est drôle, c'est que j'arrive du coup avec mon frère et on discute. Donc ils nous disent bah voilà, du coup c'est quoi ton studio, t'as ton ingé, t'as ton manager et tout. On dit bah écoute, non, je suis jamais allé en studio de ma vie Ouais. et c'est moi entre guillemets qui fais tout. Ils font ok. Bah tiens, si tu veux, je peux te montrer ce que c'est un studio. Donc du coup, le gars qui m'a signé, qui s'appelle Basic, du coup il m'a emmené dans son studio. J'ai fait une session avec Alcem, qui est encore aujourd'hui est toujours la personne avec qui je travaille pour les mix et les recs et réal. Enfin en tout cas, il s'occupe de tout ce qui est la partie enregistrement. Et mais c'était choquant. Je savais pas ce que c'était quoi. Et non, c'est plutôt l'inverse. Ils m'ont dit t'as vraiment fait à l'envers parce que de base c'est t'arrives, tu fais du studio, tu fais énormément de enfin tu vas à beaucoup de concerts, tu fais plein de choses autour de la musique et ensuite t'en deviens ton métier. C'est pas tu connais pas la musique, t'en fais un peu et tu signes. Enfin c'est rare que ça aille dans ce sens-là. Donc moi là c'était vraiment la révélation. Puis tu dois te retrouver, enfin, la première fois où t'es en studio tout seul, est-ce que t'as pas un énorme syndrome de l'imposteur de mais qu'est-ce que je fous Ah là? non, par Non, contre, ça va? le seul truc c'était. Ah, mais alors, je me rappelle, la première fois que j'arrive en studio, j'ai détesté. Ah ouais? J'ai détesté parce que du coup, j'aime beaucoup contrôler quand même ce que je fais. Savoir que c'est moi qui fais tout et j'aime bien ça. Et là, c'était pas moi qui m'enregistrais, c'est pas moi qui. J'aimais pas du tout. Puis il y a quelqu'un qui t'écoute en fait. Non, ça va. Ça va? Ça, ouais, ça depuis. Non, ça va, ça me dérangeait pas. Mais du coup, première fois que j'arrive en studio, je finis, je fais ah non, mais j'aime pas. J'aime pas. J'ai dit non, je vais continuer à faire ça dans ma chambre. Au final, non, parce que du coup, c'est quand même beaucoup plus professionnel. Et de toute façon, si on veut. Enfin, les mix que je proposais n'étaient pas du tout assez qualitatifs pour l'industrie. Mm. Donc, du coup, j'ai dû travailler sur moi-même, travailler avec des gens, chose que j'apprends encore un tout petit peu à faire maintenant. Mais j'aime beaucoup faire tout moi-même. Et donc petit à petit, tu sors encore un autre EP. Parce que Ouais. là, c'est le Ah bah, troisième qui est sorti récemment. là, c'est le troisième qui est sorti récemment, mais Donc avant c'est ça, passé du d'autres coup, choses. donc je signe avec Believe. Donc là, pour moi, c'est déjà ok. Déjà, on souffle parce que déjà, je retourne pas en études où je fais pas de travail. Donc déjà, je vais pas faire un CDI où je suis pas vraiment content de là où je veux être. J'essaie de déménager dans la même ville que mon frère. Donc, alors, une ville en plus paumée qui s'appelle Saint-Just-Saint-Rambert. Ouais, je l'ai pas celle-là. C'est à côté de Saint-Etienne, donc il a son magasin de téléphone. Et vu qu'on travaille ensemble, du coup, lui, il met sur ma musique. On se dit, bah, faut qu'on soit à côté. Et vu que on est toujours très très proche avec mon frère, on fait toujours tout ensemble, il faut qu'il soit là. Donc, je déménage et je me pose là-bas pour commencer à enregistrer des nouveaux titres, faire de nouvelles choses, faire les allers-retours à Paris. Donc, je me mets à faire des allers-retours à Paris, un séminaire, du coup, avec Alcem. Et là, ça se passe. Je découvre vraiment ce monde quoi, de la musique, d'enregistrement, de studio, chose que je connaissais pas du tout avant. Et là, je commence à bien aimer. Du coup, j'aime bien maintenant ce nouveau domaine. Et quand on découvre, c'est vrai que c'est pas. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant et on se dit, mais comment je vais arriver? Parce que concrètement, à partir du moment où j'ai commencé à signer et à faire rentrer, à faire des streams, qu'il y ait des gens qui m'écoutent et que j'ai vu que la musique elle parlait à des gens, je me suis dit ok, bon maintenant je veux aller tout là-haut, donc aller taper les premiers quoi, les plus gros. Comment on fait? Parce qu'il n'y a pas de notice, il y a pas de règles. C'est un domaine qui est difficile, encore plus quand du coup on devient gérant de son label, parce que on n'a aucune aide et on n'a aucun chemin qui est donné. On a ce qu'on nous dit c'est faire de la bonne musique, faire de la bonne promo, mais on nous dit ni comment
Et en gros, c'est voilà, avec ce que vous avez, on vous donne de l'argent, faites-en bon usage. Quand on n'a pas de base dans la musique, c'est compliqué. Ouais, puis l'argent, quand on te donne une somme mais qu'on t'explique pas vraiment comment l'utiliser, tu sais pas quels sont les prix des choses, de quoi tu as besoin. Bah, surtout, ouais, et surtout les prioriser. Mm. Qu'est-ce qui est important Là, je commence seulement à comprendre ce qui est important dans la musique, ce qui est important aussi, moi, ce que je veux faire ressentir aussi aux gens, comment j'arriverai à le faire ressentir aux gens via des visuels, des bonnes photos, des textes qui sont mieux écrits, les productions, donc des faire avec des beatmakers en studio. Tout ça, c'est des choses qu'on apprend, mais tard, parce qu'en fait, moi, pendant un an, même mon premier EP que j'ai fait en studio avec Believe Pandore, j'étais trop jeune encore, je pense, et je comprenais pas encore le concept vraiment quand même de produire de la musique, la promo. Enfin, c'est un monde quand même qui a beaucoup changé depuis avant, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus libre. N'importe qui en fait maintenant peut devenir artiste. Alors, pour moi, si un artiste, il naît artiste. Mais tout le monde peut devenir, sur le début arriver sur la scène musicale. Et donc du coup, ça casse tous les codes, parce qu'avant, il y avait que les majors. Donc si tu sortais pas d'une major, tu n'étais rien. Enfin, si t'étais pas chez Warner, Sony ou Universal signé en artiste, t'apparaissais nulle part. Oui, parce que tu avais besoin qu'on presse ton disque en fait. Voilà. Donc, et maintenant, les codes ont beaucoup changé. Maintenant, c'est place à... Attends, c'est place plutôt je veux dire, à qui peut avoir... comment je vais formuler ça? Avant, c'était beaucoup ceux qui étaient dans les labels. Maintenant, c'est plus les indépendants. En tout cas, on donne plus la voix aux indépendants. Oui, parce que du coup, tu es aussi... Alors, globalement, plus libre de sortir ce que tu veux quand tu veux. Déjà. Et du coup, tu es plus présent. Moi, la première chose que j'avais dit avec mon frère, c'était... qu'il n'y ait personne qui me dise que je ne peux pas sortir un titre actuellement. Si j'ai envie de sortir un truc, je le fais. Ouais, et ça, il faut faire très attention à ce que tu signes. Là, le contrat que j'ai signé, c'est... il est... je veux dire, il a été lu, relu. Enfin, on fait très gaffe à ça, parce que des fois, on se retrouve bloqué à sortir des albums qu'on n'a pas envie, parce que il y a des quotas aussi qu'il faut sortir. Donc, non, j'avais fait vraiment gaffe là-dessus. Et puis, tu sais que tu peux être face à un label aussi qui dit « Ah non, ça, j'aime pas ». Oui, mais alors que c'est qui? C'est Kinvé qui est... Bon, alors ça n'a rien à voir avec le style de musique que je fais, mais Kinvé qui avait dû forcer et sortir en douce son single, et je crois que c'est un de ses plus gros singles de sa carrière, parce que le label, il croyait pas. Ouais, donc, ça, c'est hyper dur. Mais après, le problème, c'est que du coup, quand tu es un label, tu as les conséquences directes de ce que fait l'artiste, mais vu que je suis l'artiste, en gros, la responsabilité, elle est beaucoup plus grosse, parce qu'on doit gérer la promo tout en gardant ce côté artistique aussi, parce que c'est deux choses qui fonctionnent pas. Le marketing et la promo et le côté artiste, faut que ce soit bien différencié, et donc faut avoir deux casquettes qui sont hyper différentes. Car moi, je me mets dans la rêveur, j'arrive à me dire, ok, là j'écris, c'est moi qui écris, et ensuite quand je sors et je me dis comment je vais faire la promo, c'est une fois que le produit est fini. C'est pas en écrivant, je me dis cette phrase elle va bien faire pour TikTok, ou cette phrase, parce que ça c'est horrible, je trouve, et en fait ça dénature énormément l'objet artistique qu'on essaye de produire. Donc... Même ça doit pas être facile à faire tout le temps, donc c'est trop bien si tu y arrives. Moi, après, du coup, on développe des tics, c'est plus des routines. Donc, c'est-à-dire que par exemple, avant de faire de la musique, j'ai ma petite routine où, par exemple, je vais me changer, je vais prendre une douche, et je me mets c'est comme si, en gros, il y avait une nouvelle journée, et tac, je change de perso, entre guillemets. Ouais, là, tu bosses, c'est ton pro. Ouais, voilà, exactement. Ok. Trop bien. Ouais, donc là je me mets dans ce perso là, et là je peux écrire, et quand je me mets à réfléchir à marketing, je vois avec mon équipe, le management fait ok, là on pourrait faire ça, mais ça c'est vraiment très 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 récent, parce qu'au tout début, du coup, quand j'ai signé, j'avais pas du tout cette vision là. Pour moi c'était je fais 3-4 TikTok et ma musique parlera d'elle-même. Malheureusement, en tout cas, on n'est plus dans une ère où c'est la musique qui parle, c'est vraiment le marketing qu'il y a derrière, et toute la promo, toute la communication qu'il y a derrière. Donc je dirais pas que c'était mieux avant, c'est juste que les règles elles ont changé en fait, et de toute façon il faut pas se plaindre, et il faut pas
juste tout le monde joue au même jeu maintenant. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est surtout redevenu à... maintenant que tout le monde connaît les règles, tout le monde peut arriver en haut. Ouais, On voit les ascensions qu'il y a, par exemple Carbone, du jour au lendemain. Alors, c'est pas du jour au lendemain, ça fait quand même des années qu'il est dans la musique. Mais je veux dire, une ascension aussi grosse à faire un tube euh, qui au final est passé tout l'été dernier grâce à un TikTok. C'est quand oui, même c'est dingue. fou. En fait, c'est vrai que TikTok, c'est arrivé assez récemment quand même. Enfin, en tout cas, l'apogée et le fait que ça fasse sortir des artistes, c'est pas vieux. Ouais. Mais effectivement, ça redonne sa mais chance à maintenant, tout je le dirais monde. que c'est encore plus dur pour les artistes émergents, par exemple comme moi, Mm. parce qu'en 2023, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les gros qui étaient sur TikTok. Mm. C'est-à-dire que Black, Maître Gims, tout ça, Nino, ils disent non, mais on s'en fout de TikTok. Mais le problème, c'est que maintenant, on joue dans les cours. Tout le monde est dans la même cour. Donc les petits artistes, ils sont sur la même plateforme que les gros. Et sauf que les gros, ils ont peut-être une équipe de 35 personnes qui bossent sur leur com. Et nous, on est tout seuls. Ouais, c'est hyper dur. Et donc, trouver des bonnes idées. Et pareil, hein, encore une fois, je me plains pas. Mais je dis juste que c'est vrai que des fois, c'est un peu plus dur, du coup. Mais c'est le jeu. Et s'ils l'ont fait avant, c'est parce que bah voilà, ils étaient plus forts et c'est que c'est tout. Enfin, c'est pas une question de plus fort, mais je pense que c'est une question de ils maîtrisent mieux leur art et ils sont là depuis plus longtemps et c'est normal qu'ils soient là où ils sont. Mais juste que maintenant, on joue tous dans la même cour. Et là, c'est pas le même game. C'est sûr. Et du coup, depuis d'ailleurs, tu parles du fait que tu travailles avec ton frère, mais je crois que tu nous as pas expliqué ce que faisait du coup ton frère effectivement. et en quoi il était. Mon frère, du coup, je lui dis bah j'ai besoin de quelqu'un qui me manage parce que bah on m'a toujours dit qu'il fallait un manager et donc effectivement il en faut un, c'est très important. Et il m'a dit je suis pas manager. Je lui dis bah moi écoute, on découvre tous les deux le monde de la musique et viens on le fait ensemble. Donc du coup c'est lui qui gère toute la partie avec la presse, la com. Manager avec les studios, etc. pour que ce soit vraiment plus simple pour moi en tout cas d'arriver quand je veux travailler sur des musiques, ça me facilite beaucoup la tâche. Et ça doit être quand même intéressant du coup de t'être rapproché de lui et d'être justement dans une petite ville et tout, parce que du coup t'es un peu aussi éloigné de tout ce qui va pas dans ce milieu, tu te mets vraiment juste avec ton frère qui te manage et t'es bien quoi. Ah bah surtout, alors il y avait une autre personne qui nous aidait aussi, donc que je vais introduire, qui s'appelle Gilles Matana, qui est le cousin de Jérémy, mon prof de guitare de base, d'où comme je dis, j'allais en reparler après. Et en gros, Gilles, donc moi je l'appelle avant de signer, je dis écoute j'ai un contrat de musique, il me propose tant. Qu'est-ce que c'est? Lui il me dit je suis producteur de spectacle. Je dis bon écoute je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas ce que c'est un producteur, je sais pas ce que c'est un éditeur, je connais, mais vraiment quand je dis je connais rien, c'est que j'avais aucune connaissance dans le milieu du spectacle même. Il me dit bon bah alors je t'explique, voilà moi je suis producteur, mon but c'est de produire, donc je réalise des spectacles et ensuite bah du coup je vais les vendre et je les fais vivre. Je dis bah voilà moi du coup j'ai cette proposition de musique, est-ce que tu veux m'aider à m'accompagner? Donc il me dit ok, je vais voir ce que je peux faire. Et donc il m'a accompagné et ensuite on a décidé, à un moment donné on s'est dit bon c'est intéressant de faire une première scène. Et donc c'est avec lui qu'on a coproduit La Boue Noire, donc le premier concert que j'ai fait là il y a 3 mois. Trop bien. Qui est quand même une salle assez mythique parisienne. La Boue Noire, bah alors moi je savais pas du tout, du coup. Non mais alors ça c'est aussi je pense que ça c'est une très très bonne anecdote, c'est que je n'avais jamais été à un concert avant le mien. C'est vrai? Mon premier concert, 0-0. Mon premier concert, c'est ça a été génial. le mien. Bah, du coup, j'ai fait un seul concert pour aller voir comment ça se passait avant, genre 3 semaines avant, je crois. J'étais allé voir un concert de reggae. Je ne suis jamais allé voir un concert de ma vie. Mais en fait, c'est important aussi de le dire parce que tu me fais réfléchir au fait qu'effectivement, moi aussi, avant d'aller à Paris, j'avais jamais fait de concert. Enfin, je crois que j'étais allée voir Grégoire quand j'étais petite. Oui, non mais c'est... Mais bah, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas accès à tout ça quand on vient pas de grandes villes. Ouais. Quand on vient pas des grandes villes, c'est bien de le dire. En fait, c'est même pas... On sait pas. Et on se dit, bah, c'est un truc de Parisien ou c'est un truc de grande ville. Ouais, mais genre, je découvre que maintenant ce concept d'aller à des concerts. Donc maintenant, depuis mon concert, bizarrement, je suis allé à énormément de concerts. Mais par contre, du coup, j'ai jamais eu ce plaisir d'aller voir un concert en étant vraiment fan
sans penser au côté artistique. Parce que du coup, maintenant, bah, forcément, tu regardes, tu dis, ah, attends, là, il fait ça. Enfin, c'est dur de se détacher. Franchement, c'est quand même très, très dur de se détacher de ce côté. Je regarde quand même sa performance artistique en vision, en point de vue artiste. Mais du coup, Gilles, il a pu quand même m'accompagner là-dessus, sur la création de ce spectacle et du premier concert. Donc ça, c'était incroyable. Ouais, du coup, t'es arrivé à la Boule Noire en te disant, j'ai vu un concert dans ma vie, je vais chanter vers du monde. Oui, Je connais pas la salle. Mais je connais ni la salle, je connais ni mon public. C'est vrai, oui. Première fois que je rencontre le public qui m'écoute et qui comprend mes musiques, j'ai trouvé ça dingue. En plus, c'est un truc, genre, c'est fou de faire la Boule Noire comme premier concert quand même. Enfin, c'est quand même une grande salle. On m'a dit, c'est risqué quand même. Hein. C'est ouais. Et non, alors j'avais fait un petit concert. Enfin, alors un petit concert. C'est Gilles, du coup, il m'a dit, écoute, faut te débrider. Donc faut que t'ailles faire ça dans un café. Donc je suis allé dans un restaurant. Et donc là, ça c'est plus dur que tout. Je suis allé dans un restaurant, ma carte son, mon micro, et je suis allé jouer pendant 1 heure devant des gens qui étaient en train de manger. Et donc là, ça casse tout. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le cassage que tous les producteurs, je pense, de spectacles font avec leurs artistes. C'est de les débrider. Et la première fois sur scène, pour comprendre le stress, pour comprendre plein de choses, comprendre le public. Et là, jouer devant des gens qui mangent, c'est complexe. Ouais, parce que tu sais qu'ils n'ont pas envie spécialement d'écouter. Ils n'ont pas envie. Toi, tu fais de la musique qui leur plaît pas. Ils ont... Enfin... Si, il y en a, ils ont kiffé, hein, en vrai. Il y en a, ils ont kiffé. Mais c'est qu'ils sont pas là pour ça, quoi. Ouais. Donc, eux, ils veulent juste manger tranquille. Et toi, t'es là, tu leur dis, bon, bah voilà, c'est mon premier... Oh, non. Mais par contre... C'est super difficile. Et donc, du coup, ma première expérience de scène, c'est ça. Wow. Et ensuite, la deuxième, c'est la Boule Noire. C'est fou. Je pense que t'es la seule personne à pouvoir dire ça, en vrai. Non, bah, il y en a plein qui ont dû... Bah, je pense à Favé qui a fait son premier concert, c'était aux Ardentes, devant 50 000 personnes. Donc là, c'est encore autre chose. Ouais. Mais par contre, le travail qu'on a fourni pour préparer cette Boule Noire, il est monumental. On a mis 6 mois, cours de musique, cours de chant, cours de danse, styliste. Enfin, vraiment, il y a eu tellement de choses mises en place parce qu'on s'est dit, on veut pas juste faire... parce que du coup, je fais du rap pop, donc c'est un mix entre les deux. Je touche autant des personnes qui écoutent beaucoup de rap et qui aiment bien la mélodie, je touche autant des gens qui n'écoutent pas du tout du rap, mais qui aiment bien quand même mon genre de musique parce que ça reste assez tout public. Donc on s'est dit, en fait, je veux pas juste un DJ et moi qui chante derrière avec de l'autotune. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux. Donc on s'est mis à rechercher un musicien. On s'est mis à vraiment construire un vrai spectacle et pas juste une performance. Vu que j'avais jamais vu de concert, je savais même pas à quoi ça ressemblait. Mais du coup, ça sortait de ta tête, c'est encore voilà, bien. donc du coup, je me suis dit, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. Il me dit, bon, ok, donc on va trouver un musicien. Donc du coup, Fernando, qui est la personne qui accompagne sur les concerts. Un musicien extraordinaire qui joue tellement d'instruments différents et qui est péruvien. Trop bien, parce que du coup, Amérique latine, mes titres sont énormément en rapport avec l'Amérique latine. Ce qui fait qu'on a vraiment pu construire un spectacle qui est acoustique. Il y a du piano, des instruments à cordes. Il y a de la guitare, mais pas que. J'ai oublié les noms. Mais Fernando a vraiment apporté cette touche acoustique que je recherchais si je voulais faire un concert. Et pareil, la scénographie, énormément travaillée avec Kif, qui travaille avec énormément d'artistes différents, qui a un amour. Avec Juliana aussi, qui est prof de danse, donc qui m'a permis, parce que de base je bougeais comme une branche. Non mais quand on sait pas se déplacer sur scène, ça ne s'apprend pas. Enfin, ça s'apprend, mais c'est pas inné, c'est dur la scène. C'est extrêmement technique. Et des fois quand on voit les gens, on se rend pas compte d'à quel point des fois ils se retiennent de faire des choses parce que c'est demandé. Et enfin c'est extraordinaire. La scène, c'est un milieu que j'avais jamais côtoyé et je suis tombé amoureux. Là je suis arrivé sur scène la première fois, j'ai trouvé ça incroyable de rentrer sur scène et qu'au moment où la musique se lance, les gens connaissent les paroles.
C'est vrai que c'est fou, parce que là, t'es plus juste dans ton studio. Enfin, il y a des humains qui écoutent et c'est pas des chiffres. Ah bah oui, oui. Et c'est C'est fou. surtout de ce point de vue-là, déjà, c'est pas que de chiffres, mais surtout, il y a des titres que j'ai joués sur scène où de base, je les ai enregistrés dans ma chambre. Ouais, Donc c'est ça, dingue. c'est encore, c'est pas non seulement au studio avec l'ingé, c'est des titres. J'ai voulu quand même intégrer des titres au spectacle, au concert, où il y avait vraiment des titres qui étaient genre la base, quoi, de ce que j'étais euh, artistiquement. Donc c'était incroyable. Vraiment, je pense, une des meilleures expériences de ma vie. En plus, les gens étaient extraordinaires, ça chantait, il y avait de l'ambiance sur toutes les musiques. Il n'y avait pas une musique où les gens... Et c'est eux qui ont fait le concert. Parce que moi, j'étais juste là, j'étais flotté par le public, en fait. Puis pareil, première partie par Ito, qui fait partie du rooster où je suis dans le label, enfin dans I Believe, qui a chauffé le public de fou. Et en plus, le public a grave accroché à ce qu'il faisait. Mais c'était une expérience où, voilà, je regrette, mais alors, zéro de tous les sacrifices que ça a été, juste pour vivre ces 1 heure devant des gens. J'ai dit, mais waouh. Il y avait ta famille dans la salle? Ah ouais, ouais. Et bah, il y en a, ils ont pris l'avion, pour te dire. Waouh. Ils sont venus de Sardaigne, des îles Canaries, de partout pour venir voir ce concert. Et est-ce que tu arrivais à regarder du coup la foule ou est-ce que tu te dis, genre, il y a ma maman qui me regarde? Ah non, non, bah là, du coup, pareil, hein, en vrai, c'est beaucoup de mental. Ouais. Très préparé mentalement avant, beaucoup de répétitions, filage sur filage sur filage sur filage, ça dure des heures. Répétition au studio bleu. Donc ça, c'est pareil, mythique. Mais voilà, c'est une expérience. Et je sais que peut-être que... En fait, à chaque fois, je me dis, ça arrivera qu'une seule fois dans ta vie. Je te souhaite que ça arrive encore Non, plein de non, fois bah, quand moi, même. moi aussi, je me le souhaite aussi. Et évidemment, j'espère que ça arrivera pas qu'une fois. Mais là, c'était vraiment le coup de, ok, c'est organisé. En plus, on était complet. C'est dingue en fait. Donc ça, c'est dingue. Et les gens, c'est pas en fait ce qui est intéressant avec la manière dont je pense je suis arrivé dans le monde de la musique entre guillemets. C'est que je viens pas de Paris. Et donc les personnes qui m'écoutent, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Énormément. Le truc, c'est que moi, je viens d'Aix-les-Bains. Et donc, l'algorithme, eh ben, il est parti d'une petite ville. Donc, il allait taper toutes les petites villes. Ouais. Et donc, du coup, mon public parisien est pas si gros que ça. C'est-à-dire que ma deuxième ville, en termes d'auditeurs, c'est la Belgique. C'est trop marrant. Pas la Belgique, pardon, c'est... Bruxelles, du coup. Bruxelles. Ouais. C'est Bruxelles. Et après, c'est Lyon. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, il y a autant de gens qui m'écoutent à Bruxelles qu'à Lyon. Et après, je crois que c'est au Canada. Donc du coup, en fait, ça a vraiment pris plein de gens de France, et pas forcément que de Paris. Mais c'est aussi ta force, du coup, je pense. Mais ça c'est trop bien, parce que du coup, dans n'importe quelle ville, et bah, j'ai un petit peu d'auditeurs dans beaucoup de villes. Et donc du coup, au fur et à mesure, ça commence à... Voilà, ça grossit. Mais ça, c'était un truc incroyable, parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont venus de Bordeaux jusqu'à Paris. Pour ton premier concert. Pour mon premier concert, parce que c'était le premier concert. Mais j'ai dit, mais vous avez fait autant de routes? En fait, il y avait très peu de personnes de Paris au final. Sur 200 personnes, il devait y en avoir 30. Et tout le reste, c'était que des gens qui venaient de l'extérieur. Ça m'a choqué. C'est vrai que c'est difficile à imaginer. Parce que moi, étant donné que j'étais jamais allé voir un concert, déjà pour moi, c'était une folie que des gens viennent à mon concert, qui connaissent tout, qu'ils aient pris des billets, un Airbnb. En plus, après, on avait un merch, tout a été vendu. Mais j'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit, waouh, ok, c'est un autre niveau. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur que tu as au départ, tu sais pas ce qui va se passer. Parce qu'en fait, il y en a, ils sont venus de Belgique aussi. Je me rappelle. Et ce syndrome d'imposteur que tu as quand tu fais de la musique, il est permanent. La remise en question, elle est permanente, parce que tu n'es jamais sûr de ce que tu proposes. Et surtout, maintenant, on est dans des enjeux de combien tu chiffres. On dit, voilà, tu fais combien tes stats, là, il faut faire de la promo, là, il faut faire ci, là, il faut faire ça. Donc, je commence vraiment à me détacher de ça et me dire juste, je veux faire de la musique que j'aime. Et je le fais pas pour l'argent ou pour la fame ou pour quoi que ce soit. J'ai envie que mon art parle à la place de mes actes, en fait. Oui, je pense que c'est la bonne manière de faire. Je pense que c'est la bonne manière d'aborder. Et le problème, c'est que quand on arrive avec
quand on arrive pas préparé dans ce milieu, comme moi je l'étais, parce que je pense que mon parcours est un peu atypique au niveau de la musique, c'est rarement comme ça que ça se passe. Donc du coup, en fait, on arrive avec de la musique, avec de l'argent, pas de plan, faut faire un EP. Donc là, l'argent est très mal géré pour construire tout cet univers. Donc du coup, je suis en train actuellement, là, encore aujourd'hui, de rebâtir tout ce que j'avais déjà construit, mais pour le faire vraiment avec une vision plus claire de ce que je veux faire. Ouais, puis après, tu te fais des relations, j'imagine, qui t'aident aussi et qui t'expliquent, en fait, comment Beaucoup. ça marche. Mais j'ai fait des rencontres avec des gens, typiquement le DA de Damso. Ok, fou. Donc ça, c'était dingue. Il m'a défoncé. Mais non. Mais bah alors, gentiment, hein. Mais du coup, Gilles le connaissait, donc on a pris un café ensemble. Je me suis fait défoncer. Et là, la remise en question était lourde. Hein, là, Surtout qu'en fait, quand c'est le DA de Damso qui te le dit, tu le crois aussi. Bah alors, pareil, du coup, alors là, après aussi, c'est-à-dire que j'ai tout pris à la lettre. Il y a des choses qu'il fallait... En fait, ce qui marche pour un artiste marche pas pour un autre. Mais après, il y a quand même des vérités générales. Non, il était... En fait, ce que j'ai aimé déjà, c'est qu'il a été franc. Il m'a dit, voilà, après, lui, il travaille dans la musique depuis des années. Bon. Donc ce café m'a remis toute ma vie en question. Et là, on était sur... en plus, c'était avant la boule noire. C'était... Ah ouais, non, c'était... Et là, tu pars dans des... Parce qu'en fait, globalement, vu qu'on est le label et qu'on est l'artiste, déjà, si artistiquement, t'es perdu, mais alors que le label aussi, c'était terrible. C'était beaucoup de remises en question. J'étais perdu, je savais pas ce que je voulais faire. Tu fais de la musique, mais en fait, au final, ça correspond plus. T'envoies à des gens, ils disent non, mais là, je te reconnais pas sur tel titre. Ah, c'est dur. C'est dur parce qu'en fait, t'as envie de bien faire. Et t'as envie de bien faire, et au final, t'as du mal. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Ouais, puis il y a un moment où il faut juste accepter que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais en même temps, c'est aussi hyper dur de pas mettre tout le monde d'accord. Ça, c'est... Mais surtout, c'est de perdre les gens qui étaient d'accord avant avec toi. Et de se dire, ils n'ont pas suivi l'évolution, pourtant moi j'évolue, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ce que je veux faire vraiment ? Qu'est-ce qui importe ? Et donc, quand j'avais fait Pandore, donc le premier EP avec Believe, je l'ai fait en studio avec Alcem, donc sur un séminaire de une semaine. Les titres sont sortis très vite parce que j'avais déjà tout... Je m'enregistre avant chez moi et ensuite je vais en studio pour les reposer. Ça allait super vite, je suis très très content de cet EP. J'ai pas fait plus de promo que ça. Pour moi, c'était un EP déjà pour... Il y avait des titres forts qui avaient un peu tourné sur TikTok, ce qui fait que du coup, en fait, la promo s'est fait automatiquement. Et ensuite, j'ai pris une grande pause, j'ai réfléchi, j'ai fait des titres encore. Et là, du coup, pour le dernier projet, donc qui est Aurore. Sorti le 16 mai, du coup. Sorti le 16 mai, exactement. C'était plus... Il y avait quand même beaucoup plus de remises en question là-dessus. Et j'étais vraiment dans cette optique de faire un projet qui correspondait vraiment à ce que je voulais transmettre. Et donc, je suis parti, du coup... je suis reparti au Chili pour le boucler. Et créer les titres là-bas. Et une fois que j'avais toutes les idées des titres, repartir et cette fois les enregistrer avec Alcem. Mais la création, je voulais les faire en dehors de la France. Est-ce que tu avais toujours Valentina du coup à tes côtés quand tu étais Non, du tout. Non, Valentina a trouvé quelqu'un et j'ai été exclu du projet, ouais, complètement. Okay. Donc non, mais après mais coup le Chili, il y a énormément de producteurs. Comme je disais tout à l'heure, j'étais avec Chris MG, un des producteurs. Non, je crois que je l'ai pas dit. C'est que j'ai fait une session studio et il y avait le producteur de Chris MG. Ok, énorme. Donc, du coup, on a fait un titre ensemble. Bref, parler un peu avec lui, pris des contacts, potentiellement des feats derrière. Donc, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de voyages et surtout beaucoup de culture musicale qui est différente. Et donc, là-dessus, c'est comme ça que j'ai créé Aurore. Et du coup, c'est un EP qui en plus te rappelle plein de souvenirs humains et de voyages. Et bien sûr. Chaque titre, en fait, c'est un moment, je pense, un moment... surtout que moi, en plus, je fonctionne beaucoup au moment clé. Ouais. Ça veut dire que par exemple, ma playlist Spotify, mes titres likés, c'est que des titres
il y a pas de rapport, c'est juste des titres que j'aime à un moment donné. Et donc du coup, quand j'écoute tel titre, ça me fait repenser à cette époque-là. Donc du coup, moi, je suis beaucoup lié à musique, moment. Quand j'écoute l'EP, il me fait voyager juste du fait que chaque musique a été créée à un moment donné spécial. Ouais, où tu t'en rappelles vraiment. Ouais, voilà. Ça veut dire que chaque titre, je me dis, ok, ah oui, c'est vrai, là, il s'est passé ça, ça, ça. Et l'émotion que ça me procure quand je le réécoute. Tu veux parler justement des différents titres de l'EP? Il y en a un particulièrement. Il y en a un, je pense, qui me met dans le. Il y en a deux. Il y en a deux que j'aimerais parler. C'est Mayday et À part. Parce que, À part, pour commencer, j'ai fait un moment que j'avais l'idée de créer un titre dans ce genre. La prod est très particulière parce qu'elle fait penser à des titres américains. Donc je me suis dit, écoute, c'est l'ovni un petit peu du. Enfin, il y en a deux, il y a Funky et À part les ovnis. Après, le reste, c'est très Amérique latine. Mais là, c'était vraiment deux titres où je me suis dit, allez, je vais tenter un truc. Et donc, À part, j'inclus le message vocal encore une fois, du next, sauf que c'est la suite, du coup. Et pareil, réponse musicale derrière. En fait, c'est un titre que j'ai écrit, j'étais seul. Et bon, alors, malheureusement, j'ai pas réussi à le retranscrire assez bien avec la cover. Mais malheureusement, on peut pas retranscrire tous les titres via une cover. Mais j'étais vraiment plongé dans ma chambre, en bleu. Et je fais ce titre. Je deviens accro à ce titre. C'est-à-dire que je le passe en boucle, en boucle, en boucle. Et ça pendant des jours. J'écoute que ça. Moi, ça m'arrive quand je fais des titres. Et ça arrivait du coup avec Mayday aussi. Où c'est deux titres où quand je les ai faits, en boucle. C'est-à-dire tu savais qu'ils y allaient quand même. En fait, même s'il va pas marcher, parce que maintenant, du coup, je m'en fiche si le titre marche ou pas, concrètement. C'est surtout le produit final, en fait, qui est important. C'est est-ce que ton titre, il est exactement quand tu me voudrais qu'il soit. Et ces deux titres-là, je suis très content, parce que du coup, moi, quand je les écoute, en tout cas, j'arrive à ressentir correctement ce que je voulais transmettre. Et c'est vraiment des deux titres où j'étais en boucle dessus, parce que dès que la mélodie, tous les textes, j'arrive à trouver ça me fait ressentir exactement ce que je voulais. Et du coup, pour toi, c'est vraiment les deux titres qui te font porter l'EP, justement. Et alors pas forcément, parce que du coup, pour moi, il y a des titres qui sont très... c'est pas forcément les titres, disons, hit. Titre hit, je dirais, c'est Kotao, 4 Motions. C'est des titres qui sont un peu plus dansants, un peu plus dans le vivant, plus été. Et ça, c'est vraiment des titres plus personnels. Mais moi, j'aime beaucoup les titres personnels avec des accords un peu mineurs. Enfin, descendants en tout cas. Et du coup, ces deux titres-là, ils étaient parfaits pour ça. Je vais te poser la dernière question du podcast. Si toi, aujourd'hui, après 3 EP, une boule noire et tout ce que tu as traversé aussi niveau santé et tout ça, tu pouvais parler, toi, à 7 ans, qui a fait son premier cours de guitare. La question de ouf. Qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais... même si des fois c'est dur, même si des fois t'as pas envie de faire ce cours de guitare, puis des fois j'avais pas envie quand même. Fais-le, ça va porter ses fruits. Et écoute pas les autres. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.